Bonjour, merci d'être venu sur notre plateau ce matin. Alors, je ne sais pas si vous avez lu Libération ce matin, il y a une qui dit clairement il y a comme un X, référence au réseau du milliardaire Elon Musk, qui apporte son soutien à Marine Le Pen avec ce post sur X. Elle est le dernier espoir pour la France. C'est un soutien appuyé ou une ingérence selon vous ? Je vois que ça embarrasse le Rassemblement national et Marine Le Pen, mais enfin, c'est un soutien qui est parfaitement logique. C'est ce qu'on appelle l'international réactionnaire. Ce sont des gens qui portent un projet similaire. Et donc, moi, je trouve ça parfaitement logique qu'Elon Musk, qui au fond défend le même projet aux États-Unis que Marine Le Pen en France, la soutienne. Le Premier ministre avait convoqué un certain nombre de représentants des partis politiques pour parler de ces risques d'ingérence. Vous craignez, vous aussi, que le grand rendez-vous démocratique qu'est l'élection présidentielle en avril et mai prochain puisse être victime de ces ingérences, qu'elles viennent des États-Unis, qu'elles viennent de Russie ou d'ailleurs ? Ouais, c'est évident qu'on est particulièrement vulnérable aujourd'hui, davantage que ce qu'on a été avant, aux ingérences étrangères, en particulier dans les processus électoraux. Ça a été le cas des dernières élections municipales. On a vu à Toulouse des ingérences dans la campagne. Ce sera le cas des élections... Concernant des candidats insoumis aussi à Marseille et à Roubaix. Parfaitement. Et on le verra malheureusement lors de la campagne présidentielle, puisque la campagne présidentielle, il faut bien voir que le choix que vont faire les Françaises et les Français a une influence sur l'avenir de l'Europe et de la marche du monde, et donc intéresse des puissances étrangères qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Et donc on peut craindre ces ingérences et il faut se protéger. C'est la question de la souveraineté numérique, du renforcement des règles démocratiques pour que le choix soit fait le plus librement et démocratiquement possible. Avec toujours un risque de percuter avec les libertés d'expression, mais on verra, parce que je crois qu'il y a une proposition au Sénat qui fait beaucoup parler, mais on aura l'occasion d'y revenir. Hier, la commission mixte paritaire, j'essaie d'éduquer tout le monde ici, d'expliquer que ce sont 7 députés et 7 sénateurs qui se rencontrent. Ils ont trouvé un compromis, un accord sur la loi d'urgence agricole. Ça passera devant l'Assemblée et le Sénat la semaine prochaine. Pour les écologistes, vous avez fait un communiqué commun avec le groupe donc du Sénat et de l'Assemblée. Pour vous, c'est une loi, vous dites, de régression. Pourquoi c'est une loi de régression selon vous ? Alors d'abord, la commission mixte paritaire, vous dites elle a trouvé un compromis. C'est vrai, ils sont arrivés à se mettre d'accord sur un texte qui globalement ne change pas les équilibres de la loi qui a été votée au Sénat. C'est un texte de régression sur 2 plans au moins. D'abord, une régression formelle puisqu'il réautorise 2 pesticides interdits en France pour des raisons sanitaires, pour leur impact sur la santé publique et sur l'environnement. Donc on est vraiment en train de régresser au sens formel du terme. Sous contrôle de l'Agence de sécurité sanitaire ? Oui, aujourd'hui. Pour vous, ce n'est pas suffisant ? Non, parce qu'aujourd'hui, les études que nous avons, les études de l'INRAE, les études de l'EFSA, démontrent que nous avons des risques sanitaires et des risques pour la protection de l'environnement, qui ensuite sont des risques sanitaires, pour ces 2 pesticides. Entre autres, l'acétamipride, qui avait fait tant de bruit avec la loi du plomb, qui avait amené une pétition de plus de 2 millions de personnes. Qui, pour les 2 pesticides en cause, ont un effet létal sur les pollinisateurs. Sans pollinisateurs, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus de souveraineté alimentaire. Par ailleurs, nous savons que ce sont des substances qui restent dans l'eau et qui polluent l'eau de manière durable et donc qui ensuite ont un impact sur la santé publique et sur notre capacité, par ailleurs, à produire une agriculture saine. Il y a un débat aussi sur l'eau et le partage de l'eau. Voilà, donc ça c'est le deuxième aspect. C'est l'accès à la ressource en eau. Nous sommes en pleine sécheresse. Nous avons un enjeu existentiel sur l'accès à l'eau potable et sur le partage de l'eau. Et alors que nous devrions être, aujourd'hui au Parlement en France, on devrait être en train de discuter, d'abord et avant tout, d'un grand plan d'urgence pour l'atténuation du dérèglement climatique et l'adaptation. Et au lieu de faire ça, nous sommes en train, c'est quand même édifiant, au lieu de faire ça, nous sommes en train de voter un texte qui, au contraire, accélère le dérèglement climatique. Vous trouvez qu'on concentre trop l'eau sur l'exploitation agricole et pas plus globalement ? C'est ça un peu que vous reprochez à ce texte ? Ce qui est dans ce texte, c'est le fait de pouvoir davantage prioriser par rapport à aujourd'hui l'usage agricole de l'eau à un moment où nous allons en manquer, où la sécheresse s'étend, la sécheresse qui est responsable des incendies
que nous voyons aujourd'hui, des dizaines de feux de manière simultanée en France, et alors que nous devrions, au contraire, faire la transition vers une agriculture qui consomme moins en eau, qui est plus adaptée et donc qui est plus durable, nous permettons à un système agricole qui est minoritaire, mais qui utilise beaucoup d'eau. Nous avons une minorité d'exploitations agricoles qui utilisent toute l'eau consommée par l'agriculture. C'est minoritaire, les exploitations agricoles qui ont besoin d'autant d'eau. Et au lieu de faire la transition pour que nous ayons une agriculture durable, raisonnée, qui nourrit de manière saine la population française, nous permettons à la partie de l'agriculture française intensive qui détruit l'environnement et la santé publique d'être davantage financée et d'avoir davantage de facilité. C'est l'inverse de l'histoire en réalité. Alors vous parliez du dérèglement climatique. Vos collègues de l'Assemblée nationale ont présenté une proposition de loi d'adaptation au dérèglement climatique pour le congé climatique qu'avait proposé déjà Marine Tondelier, mais aussi pour la possibilité d'un droit de retrait qui compléterait un décret de 2025 qui ne donnait pas assez de conditions pour les employeurs par rapport aux salariés. On est obligé aujourd'hui de s'adapter, de subir. Est-ce que l'atténuation du réchauffement, c'est un combat difficile à mener aujourd'hui ? Non, mais il faut mener les deux de front. C'est encore possible ? Alors, je vais vous dire un truc très concret. Dans l'accord de Paris, nous nous sommes engagés à tout faire au niveau mondial pour ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement climatique. Et nous avons échoué. Nous avons échoué d'un point de vue international. Nous ne sommes plus en capacité aujourd'hui de respecter ces 1,5%. Néanmoins, l'objectif majeur de l'accord de Paris, c'est de ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement. Pourquoi ? Ce n'est pas un chiffre au hasard, parce qu'au-delà de 2 degrés, il y a des effets irréversibles que nous ne pourrons plus jamais maîtriser. C'est encore possible, et c'est vraiment le message que je veux envoyer aux citoyens et citoyennes aujourd'hui, notamment en vue de la présidentielle, c'est encore possible d'atténuer le dérèglement climatique pour qu'on ne dépasse pas les 2 degrés. C'est difficile, plus on ralentit notre action, plus c'est difficile, mais c'est encore possible. Et donc l'atténuation, c'est... En fait, il y a un moment à partir duquel on ne peut plus s'adapter. On ne peut pas s'adapter à tout. Donc on doit globalement un peu oublier par rapport à cette atténuation qui est nécessaire, l'adaptation pour qu'on ne meure pas. Par exemple, on meurt aujourd'hui en France à cause des canicules. Tout à fait. Donc il faut faire les deux. Il faut atténuer parce qu'il y a un seuil au-delà duquel on ne peut plus s'adapter. Mais il y a une partie du CO2 que nous avons rejeté dans l'air qui est là. Et donc un réchauffement qui est là, auquel nous devons nous adapter. Nous devons nous adapter dans les logements, nous devons nous adapter au travail. Et la proposition du groupe écologiste à l'Assemblée, que je salue parce que enfin on est en train de discuter de choses utiles à la situation d'aujourd'hui, propose, c'est une pierre dans la protection sociale écologique que nous appelons de nos voeux, propose 2 mécanismes pour que le monde du travail soit adapté aux contraintes, aux risques que le dérèglement climatique fait peser sur nous. Alors on verra comment ce texte est programmé au calendrier de l'Assemblée. Il y a une autre loi qui a été votée définitivement, c'est le droit à l'aide à mourir qui est donc créé en France. On a beaucoup parlé de cette loi, mais en revanche, il y a 2 saisines du Conseil constitutionnel. Une du Premier ministre qui l'avait annoncé avant le vote et celle du président Larcher qui, lui, l'avait aussi annoncé. Vous êtes sénatrice, vous avez vu comment les Républicains ont détricoté ce texte, pour ne pas dire autre chose. Vous réagissez comment à ces saisines du Conseil constitutionnel ? C'est un gage donné par le Premier ministre aux opposants ou est-ce que c'est pour garantir que ce texte soit applicable par rapport à notre Constitution ? Écoutez, pour être très franche, je n'ai pas bien compris la saisie du Conseil constitutionnel du Premier ministre, puisqu'elle avait déjà été faite par le président du Sénat sur les mêmes motifs. Bon. Après que le Conseil constitutionnel soit saisi, qui se prononce sur le respect de la loi par la loi de la Constitution, c'est parfaitement normal. Nous sommes dans un état de droit. Moi, à titre personnel et politique... Vous, il n'y a pas un message subliminal dans cette saisine ? Si, bien sûr. Mais en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que cette loi a été votée. Elle correspond, même si elle est très restrictive, elle correspond à une volonté populaire. Elle correspond aux aspirations de la Convention citoyenne qui avait été réunie, qui avait conclu par ses travaux qu'il nous fallait avancer sur ce sujet. Elle va donner un nouveau droit en France à des personnes dans des situations très particulières de pouvoir décider de partir dignement. Et donc, nous l'avons soutenue. J'ai honte de la manière dont les débats se sont déroulés au Sénat. Vous l'avez dit, la droite sénatoriale a détricoté ce texte, mais aussi... Voilà, je trouve que nos débats n'ont pas été à la hauteur. Maintenant, cette loi est votée. Le Conseil constitutionnel va juger de sa constitutionnalité.
On est dans un état de droit. J'espère que rapidement, les Françaises et les Français pourront jouir de ce droit que d'autres Européens connaissent et qui, aujourd'hui, entraîne les Français à malheureusement partir à l'étranger pour pouvoir en bénéficier. Alors, la ministre de la Santé a dit que ce texte serait a priori appliqué au 1er janvier 2027. On verra bien. Je vous remercie, Mélanie Vogel, d'être venue sur notre plateau ce matin. Merci. À vous, Jean-Sébastien.